Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée sur l'élection présidentielle de ce 18 octobre 2020 en Guinée. Il faut rappeler que plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire, le président pour la magistrature suprême du pays. 12 candidats sont en lice à ces rendez-vous majeurs et parmi eux, deux figures majeures également. Le président sortant, Alpha Condé, qui brigue un nouveau mandat, et Cellou Dalein Diallo, principal leader de l'opposition, un scrutin présidentiel qui intervient au terme d'une année de contestation. On en parle à cette édition d'information avec ces questions que nous nous posons pour vous, chers téléspectateurs de la télé Star 21 TV. Que faut-il retenir du déroulé des opérations du scrutin présidentiel dans les 5 communes de la capitale? Quel est le constat des acteurs impliqués, bien évidemment, dans ce processus électoral sur le terrain à travers ce scrutin présidentiel de ce dimanche 18 octobre? Toutes ces questions seront répondues dans cette édition d'information. Une fois encore, bienvenue. Et comme vous le savez, c'est avec la même détermination et une nouvelle énergie que nous vous retrouvons dans cette émission, cette édition spéciale, sur l'élection présidentielle pour passer au pain fin l'actualité du scrutin présidentiel aujourd'hui qui se déroule à travers le pays en Guinée pour l'élection du nouveau président de la République de Guinée. Avec moi sur ce plateau pour en parler, on aura dans cette édition d'information l'intervention de nos reporters sur le terrain, mais également des acteurs de la société civile, pourquoi pas des leaders politiques qui vont réagir tour à tour dans cette émission pour vous permettre de prendre le pouls de la situation qui prévaut sur le terrain. Mais sur ce plateau, pour débriefer toutes ces questions, j'ai comme invité pour vous Abdoul Baldé. Il est directeur de l'information de Star 21 TV. Abdoul, c'est un plaisir pour moi de t'avoir dans cette édition spéciale. Bienvenue. Oui, c'est un plaisir partagé, Mohamed Bari. Bonjour et bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors, il faut dire quand même qu'on parle de ce scrutin présidentiel qui semble être aujourd'hui engagé en Guinée, avec notamment l'élection pour le nouveau président de la République en Guinée. D'abord, avant de parler de ce scrutin présidentiel, il faut parler quand même dire que l'élection présidentielle de ce 18 octobre a un enjeu majeur. D'abord, un enjeu sur le plan politique avec notamment Alpha Condé qui brigue un nouveau mandat et Cellou Dalein Diallo qui, malgré toutes les supputations pour sa participation, accepte notamment de céder et de quitter le FNDC pour participer à ces élections. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'enjeu politique de ce scrutin présidentiel, Abdullah? Justement, l'enjeu de taille, d'autant plus que c'est une journée historique pour la Guinée aujourd'hui. 18 octobre, quand même, c'est un jour qui était tant attendu par l'ensemble des électeurs guinéens parce que vous avez notifié à l'entame de cette édition spéciale comme quoi il y a plus de 5 millions de Guinéens qui sont enrôlés, qui vont départager 12 candidats. L'enjeu, c'est quoi? Comme vous l'avez notifié, Alpha veut briguer un troisième mandat. Ah oui. Même s'il y a une espèce d'appellation du côté du camp présidentiel. La 4e République. La 4e République, peu importe. Mais ce qui reste clair, s'il arrive à passer par peut-être par coup de baguette magique, il va briguer un troisième mandat. Et de l'autre côté, l'opposant qu'on peut qualifier maintenant entre guillemets l'opposant historique, parce que qui tente pour il a fois. quand même confronté Alpha Condé à 3 reprises. Souvenez-vous, en 2010, c'était vraiment l'un des opposants vraiment poignants du processus électoral qui a perdu, et il a reconnu quand même qu'il a perdu cette élection de 2010. Et il y a eu premier et deuxième tour avec 24 candidats, souvenez-vous. Et en 2015, en ce moment, on a connu ce qu'on appelle l'histoire du Koukao, d'ailleurs qu'on a inventé sur le continent africain, qui a été emboîté ailleurs. Et cette année, l'enjeu est de taille parce que c'est l'une des élections la plus ouverte. Avec 12 candidats. Après une année de contestation. Oui, après une année de contestation. Par rapport au troisième mandat d'Alpha Condé. Justement parce que le FNDC, y compris quelques quand même partis politiques, se sont battus tant bien que mal pour empêcher non seulement d'abord la nouvelle constitution de voir jour, la constitution controversée du 22 mars 2020. Également le Parlement. Également la mise en place de la 9e législature. Mais qu'à cela ne tienne, Alpha Condé quand même avait tous les moyens. Avec ses 92 morts seront Amnesty International notamment au sorti des répressions, des manifestations par rapport contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Justement, parce que moi j'ai vu souvent, j'ai entendu souvent le président Condé dire que
À l'époque, lorsqu'il était opposant, 40 ans, 45 ans, peu importe les années qu'il a eu à faire au sein de l'opposition, il disait jamais qu'il allait vraiment gouverner de cimetière. Maintenant, une fois au pouvoir, nous avons vu la façon dont le pays a été géré ces 10 dernières années. Ce qui veut dire qu'il n'a pas accepté de marcher, sur les cadavres pour accéder au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, il a utilisé quand même une machine répressive contre ses propres citoyens qui par endroits l'ont même élu. Parce que quand on est président, on est président. Il y a deux enjeux majeurs. Alpha Condé qui brigue un troisième mandat, c'est le Dalen Diallo qui tente pour la troisième fois d'empêcher Alpha Condé de gagner à la magistrature suprême à l'élection présidentielle. Il faudrait également, il y a un autre enjeu de cette élection présidentielle, notamment ce scrutin présidentiel de ce dimanche, c'est également le taux de participation. On le sait que le double scrutin controversé du 22 mars a été boycotté par l'opposition. Et cette fois-ci, notamment avec la participation de le Dalen Diallo, est-ce qu'on peut espérer un taux de participation un peu élevé? Oui, justement, Mohamed Bari, vous savez, moi je ne partage pas l'avis d'un courant politique qui opte pour la politique de la chaise vide. Ça n'arrange pas de toutes les façons. Aujourd'hui, l'opposition a compris qu'il fallait coûte que coûte aller à ces élections législatives et ne serait-ce que contester après. Tel n'a pas été le cas. Donc, ils ont manqué. Comme disait Feu Siradio Diallo, mieux vaut rater une élection présidentielle que de perdre un siège dans un parlement. Donc, il faut à coûte que coûte aller à ces élections pour contester après. L'opposition a compris un peu. Lorsque je parle de l'opposition, l'UFDG, parce que ce n'est pas toute l'opposition. La principale formation politique d'ailleurs. C'est la principale formation politique qui constitue aujourd'hui le cauchemar du régime en place. Ils ont changé un peu de fusil d'épaule, autrement dit la stratégie sur le terrain, mais aussi la stratégie politique pour aller cette fois-ci à cette élection. C'est la surprise de taille d'ailleurs. Alors, si tu permets, Abdoul, on va aller rapidement sur le terrain, si tu permets. On a notre premier reporter qui va intervenir dans cette édition spéciale. Ibrahima Souri Bari, il est du côté de Matoto. Alors, Ibrahima Souri, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Bonjour Barry et bonjour à tous les téléspectateurs de Star 21 TV. Alors, il faut dire quand même que l'enjeu est de taille. Les Guinéens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire le nouveau président de la République de Guinée, Cellou Dalen Diallo, le principal leader de l'opposition, est face à Alpha Condé qui brigue un troisième mandat. Alors, vous êtes dans la plus grande commune de la capitale Conakry, notamment Matoto. Première question, quelle est l'ambiance qui prévaut aujourd'hui dans les bureaux de vote de cette commune de Matoto? Voilà, évidemment, Barry, comme tu l'as si bien dit, les citoyens de Matoto se sont mobilisés aujourd'hui pour aller voter contre de cette élection présidentielle ici dans la commune de Matoto. Et la plupart des bureaux de vote sont remplis de citoyens qui se sont déplacés pour venir, pour remplir leur devoir civique en tant que citoyens guinéens. Et nous constatons aussi de l'autre côté qu'il y a un peu de petites anomalies, c'est-à-dire il y a aussi des gens qui n'ont pas de carte d'électeur, mais qui retrouvent leur nom sur la liste, mais on les refuse de voter catégoriquement. Alors, Ibrahima Souri également, il faut rappeler que l'un des défis de cette élection présidentielle ou de ce scrutin présidentiel, c'est un peu le taux de participation. Il faut rappeler que l'élection de ce dimanche intervient après ce double scrutin du 22 mars qui a été boycotté par l'opposition. Alors, sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de la mobilisation pour la participation des électeurs à cette élection présidentielle à Matoto? En forme de participation, il faut dire ici qu'à Matoto, les gens se sont vraiment mobilisés pour venir voter. Parce que nous constatons déjà au niveau des bureaux de vote, c'est-à-dire des groupes de gens qui sont venus pour voter, ce qui veut dire que la ville est complètement paralysée de ce côté aussi, il faut le rappeler, parce que tout est fermé et tout le monde se dirige vers le bureau de vote pour aller voter aujourd'hui. Alors, il faut dire également que l'autre aspect de cette élection présidentielle ou de ce scrutin présidentiel de ce dimanche, c'est un peu la question de la crédibilité pour l'instance d'organisation de l'élection. On a vu que l'opposition reste débitative sur la transparence des élections. Alors, aujourd'hui, sur le terrain, est-ce que vous avez constaté la présence des observateurs et pourquoi pas des autres délégués des partis politiques dans les bureaux de vote que vous avez visités?
Effectivement, dans les bureaux de vote où nous avons visité, on a constaté la présence des observateurs venant de la société civile et aussi des délégués des partis politiques qui sont venus ici pour essayer vraiment de veiller au bon déroulement de ce scrutin. Et donc, vous savez, au début, comme vous le savez, au début de tout, les gens étaient un peu beaucoup plus réticents, mais ces derniers temps, et les gens se sont beaucoup plus mobilisés au fur et à mesure que le temps passe. On voit les gens se mobiliser du côté des bureaux de vote. Alors, il faut dire également qu'il y a l'autre enjeu de ce scrutin présidentiel. Il faut dire que la Guinée, on a cette expérience de ces élections à travers ces anomalies en termes de manquement par rapport au matériel de vote. Est-ce qu'aujourd'hui, on a assisté au même constat en termes de dispositif de vote? Est-ce que tout était en norme dans les bureaux de vote que vous avez visités? Pour le moment, dans les bureaux de vote où nous avons visité, on n'a pas constaté ce fait parce que la plupart des gens qu'on a interviewés, même les présidents des bureaux de vote, ils nous ont fait comprendre que tout est là et tous les matériels étaient sur place. Alors, Ibrahima Sory, il y a également le président a procédé à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui coïncide à ce scrutin présidentiel. Est-ce que la question de la prise en compte, notamment des mesures barrières, était également de mise? Non, concernant la prise en charge des mesures barrières, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été respecté, ça il faut le dire, parce que la plupart des gens que nous avons vus voter sont venus beaucoup d'entre eux n'ont pas de bavette, et puis les mesures barrières aussi n'ont pas été mises en place. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est quelque chose qui est passé complètement à côté au compte de ce scrutin. Voilà, en plus de cet engouement, il faut dire qu'il y a de la mobilisation par rapport à la participation à ce scrutin présidentiel. On a également relevé dans d'autres parties de la capitale, notamment les citoyens ont été confrontés à un certain nombre de problèmes. D'abord, d'autres n'ont pas été en possession de leur carte d'électeur. Également, il y a d'autres qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à retrouver leur bureau de vote. Est-ce que pour Matoto, c'est le même constat? Oui, pour Matoto, c'est la même chose. Il y a certains bureaux de vote où les citoyens ne retrouvent pas leur carte d'électeur, ils n'arrivent pas à voter. J'ai même rencontré un citoyen qui n'a pas pu voter, je l'ai interrogé là-dessus. Il m'a fait comprendre que lui, il n'a pas sa carte d'électeur, mais qu'il a son nom sur la liste. Donc, quand il est venu, le président du bureau l'a fait comprendre qu'il ne pourra pas voter, que parce qu'il n'a pas sa carte d'électeur en main. Donc, ça, c'est des problèmes qu'on rencontre le plus souvent sur le terrain ici à Matoto, il faut le dire. Alors, Ibrahima Sory Diallo, Barry, j'allais dire, il y a l'une de ces dernières sorties qui a suscité beaucoup d'interrogations, c'est cette sortie du ministère de la Sécurité par rapport à la publication des résultats du scrutin présidentiel. Est-ce que dans les bureaux que vous avez visités, on laisse croire que cette fois-ci, la presse ou les organisations de la société civile et pourquoi pas d'autres observateurs n'ont pas le droit de relayer les résultats issus des urnes? Oui, il faut le dire, mais la plupart des gens nous font comprendre qu'après cette élection, les citoyens guinéens doivent essayer vraiment de s'abstenir, de faire tout pour prôner la paix, c'est-à-dire d'attendre les résultats qui vont être proclamés par la CENI en première position, et que quand les résultats vont sortir, et que tout le monde n'a qu'à essayer vraiment d'accepter les résultats pour préserver la paix dans le pays. Alors, le dernier élément avec vous, Ibrahima Sory Barry, sur lequel nous voudrions bien évidemment avoir votre avis, c'est un peu la question de la mise en place des dispositifs sécuritaires. On se rappelle que le double scrutin controversé du 22 mars dernier a brillé dans la violence. Et on a parlé de la mise en place d'une sorte d'unité spéciale pour la sécurisation des élections. Est-ce que vous avez constaté, la présence de ces agents de UCL par rapport à la sécurisation du scrutin? Il faut dire que la disposition sécuritaire elle est vraiment présente dans les différents bureaux ici à Matoto, parce que nous voyons ici la sécurité UCL qui est présente partout, dans tous les bureaux de vote. Bien. Et puis encore, au niveau des carrefours, il y a aussi des contrôles qui se passent pour voir les gens qui détiennent leur laisser-passer avant de laisser les gens passer. Et aussi, ils sont en train d'essayer de voir de part et d'autre comment est-ce qu'ils vont calmer les gens quand il y a un peu plus
ambiance de foule, comment est-ce qu'il faut les sensibiliser. Ibrahima Souri Barry, l'un des nombreux reporters que nous avons déployés sur le terrain à l'occasion de ce double scrutin présidentiel pour vous permettre, vous téléspectateurs de la télé du 21e siècle, de vivre en effet tant que ça se déroule sur le terrain. Alors on va revenir sur ce plateau avec Abdoul Baldé pour continuer à débriefer cette élection présidentielle. Alors Abdoul, on a parlé du taux de participation qui semble être cette fois-ci démise, mais il y a cette question, la condition de la transparence qui était l'une des exigences de l'opposition, notamment la principale formation politique de l'opposition de l'UFDG. Alors on a vu que la commission électorale a fait une sorte d'effort de transparence par rapport à ce débat autour de la mise à disposition des procès-verbaux sortis des urnes. Alors la CENI accède à une des réclamations de l'opposition par rapport à la mise en place notamment de ces procès-verbaux. Est-ce qu'on peut dire que l'effort de transparence de la CENI peut rassurer les acteurs aujourd'hui impliqués dans le processus? Oui, c'est ça l'objectif final, Mohamed Barry, parce que la CENI organise ces élections pour ses acteurs politiques. Pour l'ensemble des partis en lice, disons, donc il faut au moins s'accorder sur le principe de la transparence. Et je crois que hier, le président de la CENI est revenu sur l'une de ses décisions pour faciliter quand même l'accès de ces procès-verbaux. Parce que tout parti politique est censé quand même être représenté dans tous les bureaux de vote. En tout cas, je parle de partis qui sont sérieux. Mais j'ai l'impression que les 12 partis... Mais par rapport à ces procès-verbaux, c'est que la CENI a obtenu une sorte de dérogation au niveau de la Cour constitutionnelle. Au lieu que chaque parti puisse être en possession des procès-verbaux, finalement, on remettra le PV au parti qui semble être supérieur dans le bureau de vote concernant. Après le dépouillement. Après le dépouillement, il est de la responsabilité de ce parti de photocopier pour remettre aux autres partis politiques impliqués. Est-ce que ça rassure ça? Bon, ce n'est pas tellement rassurant parce que, à mon avis, il fallait trouver les 12 procès-verbaux pour que, au moins, chaque parti politique puisse avoir au moins ne serait-ce qu'un procès-verbal. Mais lorsque, par exemple, dans une circonscription donnée, vous demandez, par exemple, au RPG ou à l'IFDG de photocopier pour les autres, et d'autant plus que ce n'est pas dans toutes les localités qu'on retrouve, par exemple... Chez moi, par exemple, ça n'existe pas. Il n'y a pas de courant. Ça n'existe pas. Comment est-ce qu'ils vont faire? Il y a un problème sur ce point. Mohamed Barry, il faut quand même oser le dire. Et ce qui reste clair, la plupart des cas encore, c'est nuitamment qu'on va finir le dépouillement. Donc, parfois, on utilise des lampes torches pour essayer de faire le dépouillement. Est-ce qu'on va faire la nuit là pour franchement, sur cette question, je m'en vais vous dire tout simplement que la CENI a manqué. Sinon, sur cette question, ça fait peur pour celui qui connaît un peu les conditions d'organisation de l'élection, parce que pour une première fois, une élection présidentielle qui se passe en Guinée sans des observateurs internationaux de l'Union européenne, de la francophonie, mais également, vous savez que la chaîne d'organisation, notamment la Commission électorale nationale vis-à-vis de l'opposition, il n'y a pas de crédibilité. Et après également, les démembrements de la CENI qui ne semblent pas être tout à fait indépendants, mais aussi ces administrateurs locaux, sous-préfets et préfets, chefs de quartier, qui pour la plupart semblent être à la solde du pouvoir. Est-ce que ça ne donne pas notamment ces parfums de bourrage d'urnes? Si vous voyez aujourd'hui, par exemple, les principaux partis disent la plupart en tout cas qu'ils vont essayer de publier les résultats même avant la Commission électorale nationale indépendante, c'est parce qu'il n'y a pas, disons, cette responsabilité juridique de la CENI aujourd'hui et d'apporter ne serait-ce qu'une petite dose de crédibilité par rapport au scrutin. Sinon, ça ne sert à rien. De par le passé, nous avons suivi le déroulement du processus électoral 2010-2015. Pourquoi changer la règle du jeu en plein match? En cours du match. Par exemple, à la mi-temps, on dit, non, écoutez, on va tout stopper, on change la règle du jeu. Moi, je ne vois pas cette fois-ci quand même la fiabilité de la CENI par rapport à la transparence. On a toujours accusé la CENI de ne pas être transparente en matière de gestion électorale. Parce que si l'institution est caporalisée par, disons, le pouvoir exécutif, mettez ça, semble être caporalisé. Écoutez, je ne dirais pas que la CENI est caporalisée. Je dis si l'institution est caporalisée par l'exécutif, et laissez-moi vous dire, elle sera toujours à la solde de l'exécutif. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas
pour la préservation de la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Eh bien, vous l'avez compris, c'est avec ces explications et l'analyse de Abdoul Baldé par rapport notamment à cette première tranche de cette édition spéciale sur l'élection présidentielle de ce 12 octobre. Il faut dire que ça n'augure pas un lendemain rassurant, car le contexte actuel par rapport à la transparence notamment reste de mise. Mais ce n'est que partie remise. Nous reviendrons dans cette édition spéciale pour vous dans la deuxième partie. Et ça n'est fini pour cette première partie. On marque une courte pause et on revient juste après ça.